Symbole des nouveaux médias alternatifs, TV Liberté a bousculé la presse audiovisuelle dans son entier. Les médias les plus lucides comprennent dorénavant que leur survie se joue avec un esprit d'ouverture à toutes les sensibilités et à de nouveaux visages. Mais ce n'est plus suffisant. Ce n'est plus suffisant, le temps est venu de remplacer le vieux monde médiatique subventionné, épuisé, recuit. Procédons ensemble à ce grand remplacement. L'année 2022 qui s'annonce va être l'année de tous les dangers. La France, chacun le sent bien, est à un tournant décisif où va se livrer la mère des batailles. TV Liberté ne cesse de renforcer son audience et son influence. Nous touchons dorénavant les Français par millions, pas par milliers, mais par millions. Le système et ses représentants ne nous pardonnent pas cette réussite. Ils ne nous épargneront aucun mensonge, aucun fake, aucun coup bas. Il faudra avoir les moyens de répondre et riposter, les moyens de créer et innover, les moyens de se battre pied à pied, maintenir les positions, lancer les offensives, gagner du terrain, briser les lignes adverses, remporter des victoires décisives, faire gagner nos justes causes. Nous sommes à un tournant. Jamais, depuis 2014, nous n'avons eu autant besoin de vous. Jamais. Nous avons besoin de votre soutien et de votre don. Nous avons vraiment besoin de nouveaux dons pour continuer de peser et empêcher la ruine de notre nation. Je vous demande de répondre dès maintenant à notre appel pour faire de TV Liberté une arme, le fer de lance du renouveau, de la renaissance, du redressement. TVL, une arme, le fer de lance de vos idées. Alors un seul mot d'ordre, mobilisation générale. 2022 est l'année de tous les dangers. Ils ne nous épargneront pas. En cette année décisive, TV Liberté est votre arme, le fer de lance de vos idées. Chers amis téléspectateurs de TV Liberté, de l'émission Synthèse, nous nous retrouvons donc pour une nouvelle émission, qui, petite particularité, on va fêter un anniversaire. Aujourd'hui, c'est le 5e anniversaire de l'émission Synthèse. Cher Philippe, ça fait 5 ans que l'on retrouve qu'on inflige les les émissions tous les 15 jours, aux auditeurs, qu'on impose à nos d'abord et aux auditeurs, téléspectateurs ensuite. qu'on leur donne, on leur donne la chance de nous voir. Voyons, c'est toujours ça. La première émission, je m'en souviens, c'était en 2016, et nous avions reçu Yannick Guibert à propos du livre sur Budapest, des 2 livres de David Irving sur Budapest. Donc c'était à l'occasion de l'anniversaire du soulèvement de Budapest. Voilà. Alors aujourd'hui, bon d'abord bonjour Philippe, tout va bien? Bonjour Roland, tout va très bien. Parfait. Alors aujourd'hui, nous J'aime bien les anniversaires en plus. bah écoutez, ça se fête. Aujourd'hui, nous recevons une dame qu'on a découvert ces derniers mois, ces dernières années, peut-être maintenant, ça fait peut-être plus presque 1 an ou 2. Ça fait 3 ans, oui, 3 ans, comme le temps passe. Qui collabore régulièrement à l'excellent site Euroliberté. Et qui donne des rubriques régulières sur les animaux, enfin sur la souffrance animale, sur un certain nombre de choses. Donc c'est un thème un petit peu original par rapport à tous ceux que nous avons d'habitude. Et c'est pour ça que je suis très content de vous recevoir, Gilles Manon Bordelais. Vous avez écrit plusieurs livres, dont celui-ci, Souffrance animale et responsabilité humaine, aux éditions de Alpha, une excellente maison d'édition, je crois. Je ne vous le fais pas dire. Ah oui, vous êtes d'accord avec moi, c'est bien ce qui me semblait. Donc, c'est ce livre qui est sorti il y a quelques semaines maintenant. Non, c'est le dernier livre. Oui. Alors là, je peux prendre, puisque j'en suis effectivement, et j'en suis très heureux, l'éditeur de Gilles Manon Bordelais. On a publié 3 livres ensemble. D'abord sur la souffrance animale et les responsabilités humaines, sur Animaux, halte à l'hécatombe. Et le dernier qui rencontre un très grand succès, effectivement parce que l'angle est original, sur l'enrôlement des animaux durant les guerres. Je ne m'imaginais pas, moi, l'importance qu'avaient pu avoir les animaux. Bon, je savais pour quelques faits, bien sûr, que les animaux avaient été prépondérants dans les guerres, mais pas à ce point-là, mais ça n'a pas toujours été rose. Vous allez nous l'expliquer. C'est un des sujets que nous allons aborder. Alors, Philippe, comme vous connaissez bien tous les thèmes abordés, traités aujourd'hui, vous allez donc avoir
le privilège et la joie d'interroger Gilles Manon, donc qui va nous expliquer un petit peu pourquoi. D'abord, c'est moi qui vais vous poser la première question. Après, Gilles-Henri, pourquoi vous êtes passionné comme ça? Est-ce qu'il y a une noble cause pour défendre les animaux? Parce qu'à l'origine, si vous aviez un petit chat que vous aimiez bien, ou, oui, c'est vrai. C'est une bonne raison. C'est vrai. Bambi au cinéma quand vous étiez enfant. Non, c'est la vie d'un animal qui. J'aime la nature, j'aime les animaux évidemment parce qu'ils nous entourent, ils chantent, ils sont proches de nous et c'est des animaux qui n'ont pas de voix, ils n'ont pas de langage articulé. Il faut les défendre parce que souvent ils sont maltraités. On se rend compte qu'avec le Covid, au fond, beaucoup d'animaux ont été adoptés vite fait pour sortir le soir à des heures indues. Et puis après, maintenant, la France a le triste record, au fond, de les abandonner. C'est quand même... Il y en a beaucoup vraiment qui ont adopté des chiens, généralement. Des chiens, absolument. Uniquement pour sortir le soir, oui. Et ensuite, ils ont ramenés à la SPA une fois qu'ils ont pu sortir. Parfois, ils les ramènent même pas à la SPA. Ils les attachent à un poteau. Voilà, c'est ça. Donc, cette souffrance est inadmissible. Alors, je parle effectivement des animaux dans les villes, mais il y a aussi tous ces animaux compactés qui sont des millions d'animaux, milliards qui sont tués par an dans des conditions élevées, si on peut dire, et tués dans des conditions ignobles. Et puis les animaux sauvages qui sont braconnés, enfin donc tout cela effectivement m'émeut. Je pense que, attendez, deux choses. Je pense que la grande majorité des gens, sauf les inconscients, sont d'accord que faire souffrir un animal gratuitement pour rien, alors qu'on pourrait s'en passer, tout le monde ne peut avoir que le cœur qui se lève. En revanche, par exemple, sur les abattoirs, bien évidemment, tous les bouchers, tous les gens qui travaillent dans les abattoirs ne sont pas tous des sadiques qui passent leur temps à torturer les bêtes. Il y a des dérapages, il y a des excès, bien évidemment, qu'il faut interdire, mais ça reste quand même exceptionnel. Dans la majeure partie des cas, les bouchers, les gens qui travaillent dans l'abattoir, j'en connais un certain nombre, ne me semblent pas être des monstres, pas du tout. Oui, alors vous avez raison, il faut mieux quand même des abattoirs à la maison. Je voudrais dire que des gens comme Bedossa souhaitent des vétérinaires, que ça soit plus donc dans des abattoirs à la chaîne où les animaux sont tués. Oui, mais les abattoirs à la chaîne, il n'y a pas tellement moyen de faire autrement pour pouvoir nourrir la population, parce que globalement, on nourrit quand même la population avec ces... avec les viandes, à moins de supprimer évidemment la viande. Je sais que certains le réclament, mais dans ce cas-là, ça me semble difficile aussi, parce que ceux qui veulent se nourrir que de légumes, que de... Non, mais bien sûr, on peut avoir le choix, mais voilà, il y a des égorgements inutiles. Il faut quand même assommer l'animal avant Disons qu'on peut le faire proprement. Absolument, voilà. C'est ça. Mais vous ne croyez pas que si justement il y a des dérapages, c'est moins par le sadisme ou l'imbécilité des humains que tout simplement pour une question de cupidité, de rentabilité, où on oblige à des cadences infernales, et donc les employés sont obligés de produire. Absolument. C'est ça la véritable raison. C'est tout à fait ça, oui. C'est ça qu'il faut dénoncer. Plus absolument. C'est toujours le même problème. C'est toujours le même problème. Il n'y a pas que dans ce domaine-là, mais il fut un temps où il y avait un abattoir, je ne vais pas dire par chef-lieu de canton, mais il y en avait au moins un par 5 ou 6 dans chaque département. Absolument. Et les choses se faisaient... peut-être d'une manière, j'allais dire plus humaine, c'est certainement pas le mot, mais enfin en tout cas d'une manière plus réservée enfin. Et aujourd'hui, on voit des superbes immenses abattoirs dans certaines villes où il y a des milliers d'animaux qui passent chaque jour, et c'est devenu, comme vous le dites tout à fait, mon cher Philippe, c'est devenu quasiment une cadence, quoi. Voilà. La même chose pour les animaux élevés en batterie. Ça permet aussi de faire baisser le coût du poulet, de la volaille, mais tout ça, c'est une question de cupidité, c'est pas une question de principe même. Non, mais c'est ça qu'on dénonce, enfin que je souhaite dénoncer. C'est-à-dire que quand on élève des volailles dans des cages où elles ont 20 cm² pour se développer, d'abord leur univers effectivement reste extrêmement restreint, parce que je suis sûr que si on les lâchait dans la nature, les pauvres, je sais pas si ça irait bien loin. Bon, c'est toute une chaîne en fait qui mériterait d'être révisée. Bon, absolument. Certainement,
Après, chacun... Est-ce que vous pensez quand même qu'il y a des progrès qui sont faits pour cette souffrance sur la souffrance animale ou pas? Parce qu'on dénonce des excès, on voit de temps en temps à la télévision, mais est-ce que dans la réalité, c'est suivi difficile. C'est très difficile d'inverser le système puisqu'il y a, comme vous le dites, il y a des raisons économiques. Donc on ne peut pas du jour au lendemain changer les choses. Mais on souhaite évidemment. Enfin, il y a la L214 qui filme les abattoirs et qui montre des choses assez atroces. Et tant mieux parce que si les abattoirs étaient en verre, peut-être que les gens feraient attention. C'est toujours caché les abattoirs, c'est toujours au loin des villes. On ne veut pas voir, on ne veut pas savoir. On voit l'animal. C'est pas qu'on ne veut pas savoir. Il y a aussi un problème parce que moi je me rappelle quand j'allais à l'école, j'allais en vélo par un chemin où j'arrivais effectivement dans la ville. Et c'était effectivement la banlieue de la ville, on va l'appeler comme ça, une petite ville. Il y avait un abattoir. Le problème, c'est que l'été, l'odeur était terrible. Donc, si on met pas des animaux et tout ça, il y a peu de gens qui ont envie d'avoir ça. Il y avait les halles autrefois à Paris. Il y avait les halles. Oui, ça sentait pas toujours. Mais il y a aussi cette raison cachée quand même. Il y a, puisqu'on parle de cela, il y a aussi un phénomène aussi qui s'est développé en France et en Europe d'ailleurs depuis quelques décennies. Ce sont les abattoirs rituels, quoi. Enfin, les abattages rituels. Il y a un certain nombre d'associations d'ailleurs qui s'élèvent contre ça, en particulier l'association du docteur de Peretti qui est très efficace et très active dans ce domaine-là. Vous pourriez peut-être aussi nous en parler peut-être un petit peu. Bien sûr, les abattoirs halal, kasher, c'est des choses ignobles puisque plus l'animal est gros, plus il est lent à mourir et l'égorgement n'est pas du tout la façon dont on voudrait justement que les animaux soient tués, c'est-à-dire assommés. Mais maintenant, la loi oblige que l'abattage rituel se fasse dans des abattoirs et non plus dans les. On a pu le dire à un moment dans les baignoires. Oui, bien sûr. Mais quand même, il n'en reste pas moins que l'animal met du temps. C'est scientifiquement prouvé à mourir et il souffre. Donc c'est quand même une question difficile. Alors moi, je trouve que pour les catholiques, le sacrifice est symbolique. On aimerait que dans d'autres religions, au fond, il le soit également, pour éviter, au fond, ce déversement de sang qui dure. Plus un animal est gros, c'est-à-dire une vache peut 20 minutes souffrir dans l'égorgement. Personne ne souhaiterait être égorgé. Il faut mieux voir tout de suite être assommé. Donc c'est pareil pour l'animal. Je pense que c'est du bon sens, d'autant plus que les scientifiques ont remarqué que l'animal qui est tué de cette façon souffre vraiment. Alors, parlant de souffrance animale, on va arriver à votre livre sur l'enrôlement des animaux durant la guerre. Effectivement, on s'aperçoit... Voilà, c'est vraiment là le sujet. On s'aperçoit qu'ils ont servi à beaucoup de choses, au transport des armes, au transport des hommes et tout. Et à quand... historiquement, remonte la première fois où on peut situer l'utilisation d'animaux pour faire la guerre? Alors, bien sûr, ça remonte certainement à l'Antiquité. Alors l'homme, d'abord, a été un chasseur. Ensuite, on peut dire il a domestiqué. Puis, après, il a utilisé les animaux peut-être à des fins guerrières. Donc, je peux citer deux choses, c'est-à-dire deux histoires dans l'histoire, peut-être légendées, je ne sais pas, puisque ça a été rapporté par des historiens qui ne disent pas tout à fait toujours la même chose. Dans une légende, il y a toujours un fond de vrai. Mais on ne sait plus très bien. Le cheval a été dompté quand? Déjà, à partir du moment que le cheval a été dompté. Alors, ça serait le chien qui a été d'abord domestiqué, puis après le cheval, etc. Alors, c'est le roi Cambyse, qui est un roi perse, qui fait la guerre aux Égyptiens pour rentrer en Égypte. Et au départ, effectivement, les Égyptiens envoient des catapultes. Ils commencent à avoir quelques gains dans les batailles. Et puis, au fur et à mesure, Cambyse, le roi, réfléchit, se dit mais en fait, les Égyptiens, ils aiment les chats. Les chats sont des animaux sacrés. Et si les chats sont des animaux sacrés, eh bien, à ce moment-là, on va les utiliser. Et on va les utiliser comme boucliers. Donc, il a mis toute une armée de chats devant les guerriers. Et à ce moment-là, les Égyptiens ont arrêté la guerre. C'est le début, en fait, l'invention, pas des boucliers humains, mais des boucliers animaux, des boucliers félins. Mais c'était la même chose. Parce que les Égyptiens, le chat, celui qui touchait au chat était passible de mort. Donc ça, c'est un premier élément. Voilà. Il était bien renseigné, donc le but du renseignement, toujours. Donc la première fois, on a utilisé vraiment des animaux, une des premières fois, une des plus anciennes, c'est de servir des animaux comme boucliers, quoi.
Peut-être. Pour des raisons religieuses, en fait. Voilà. Alors ensuite, on peut aussi voir donc Alexandre le Grand qui va jusqu'à l'Indus et qui est face au fond à Poros, donc le roi Poros, et il a Poros des éléphants, 200 éléphants devant une cavalerie, donc d'abord affolement des cavaliers, hein, puisque c'est quand même inédit. Et des chevaux aussi. Oui, voilà. Donc des chevaux, et bien que Alexandre soit sur bucéphale, il a une monture merveilleuse, mais devant 200 éléphants, des pachydermes qui font peur. Là, quand même, alors il est très stratégique, Alexandre le Grand, il a trouvé une parade, et on sait que les éléphants peuvent se retourner contre l'armée qui les conduit. Donc c'est ce qui s'est passé pour Poros. En fait, c'était une défaite totale pour Poros. Il a perdu 12 000 Indiens, alors que les Macédoniens ont perdu 1000 soldats. D'accord. Voilà. Ouais, d'accord, ils ont réussi. Oui, malgré les éléphants. Et les éléphants sont toujours surprenants. Hein. On croit que on va le voir avec Hannibal aussi. Hannibal, c'est la même chose quand il passe pendant 15 jours avec les... Hannibal, il s'en servait comme pour le transport. Oui, surtout. oui, mais c'était impressionnant aussi. C'était, oui, le transport. Vous imaginez les éléphants d'Hannibal qui arrivent à Rome, ça quand même, ça fait peur. En Europe. Alors, c'était pendant l'hiver, donc l'animal avait froid, il y en a beaucoup qui tombaient dans les ravins, donc il y a eu beaucoup de pertes, mais c'était quand même impressionnant. Mais ils ont transporté comment, par bateau alors depuis Carthage? Oui, bien sûr. C'est énorme. Je ne sais pas trop bien comment ça s'est passé, mais je crois qu'ils ont passé par l'Espagne. Oui, c'est ça, l'Espagne. C'est l'Espagne. On parle des. Et alors. Dans les animaux, et ça c'est la guerre, mais enfin là c'est défensif. Il y a les fameuses oies du Capitole. Ah oui, vous m'en avez dit quelque. Alors il y a aussi des. C'est une légende ou c'est une réalité? Alors on dit un peu les deux. On dit encore les deux parce que l'animal là, il y a aussi des animaux qui ont changé le cours de l'histoire. Je vais citer encore deux petites histoires, si vous permettez. Bien sûr, autant vous voulez. La première, c'est au XIIIe siècle, à Valencia, Valence en Espagne. Donc, les Maures possèdent donc Valence. Et en face, il y a Jacques Ier d'Aragon qui veut reconquérir la ville. Malheureusement, c'est pas facile. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les Maures aimaient des chauves-souris parce que les chauves-souris mangeaient tous les insectes. Hein, donc, c'est extraordinaire. Une fois, donc, dans l'histoire... Encore une légende peut-être, ou vraiment l'histoire, je ne sais pas. Une chauve-souris se met sur la tente de Jacques Ier d'Aragon et met son nid le soir. Et les chrétiens sont fatigués, ils se reposent. Il y a un assaut qui va venir de la part des morts. Et d'un coup, on entend un roulement de tambour. Et ça réveille, au fond, tous les chrétiens. Tous les chrétiens se réveillent. Et donc, ils répondent et ils reconquérir. Enfin, ils font la conquête à nouveau de la conquistada de Valence. Oui. Et donc Jacques Ier se demande qui a pu faire ce bruit de tambour. Alors il pense que c'est un des soldats qui est autour de lui. Non, c'est une chauve-souris qui a paniqué, a fait ce bruit avec ses ailes et ses pattes. Et donc à partir de là, effectivement, le cours d'histoire a changé. Et donc l'emblème de Valence, c'est une chauve-souris en haut du blason pour rendre hommage justement à ce travail. Les chauves-souris ne sont pas tellement honorées. C'est un animal qui ne plaît pas, les chauves-souris. Ben là, vous voyez, Valencia, c'est un animal qui est justement reconnu comme... qui a sauvé la ville des morts. Voilà. Alors ça Et alors, les oies du Capitole? Alors, les oies du Capitole, oui. Alors, elles ont... Alors, les chiens n'ont pas fait leur travail. Et c'est vrai que les Romains les ont punis, ils les ont crucifiés. Mais les oies, tous les ans, ont eu effectivement l'honneur de passer en revue. Oui, parce que donc, pour rappeler, ils ont prévenu l'arrivée des Germains. Voilà. En pleine nuit, c'est ce qui a sauvé la ville. Ça. Quoi. Oui, donc là, c'est quand même historique plus que... Oui.
oui. Mais même Valence, Valencia, ça semble, pour les Valenciens, c'est quelque chose d'acquis. Oui, c'est sûr. Alors, vous dites que dans votre livre que les animaux ont payé quand même un lourd tribut pendant la guerre. Parce que là, on vient de parler de faits où ils ne sont pas... on les utilise comme boucliers, ils donnent l'alarme, mais ils ne sont pas tellement victimes. Sauf les pauvres chiens qui n'ont pas donné l'alarme et qui sont sacrifiés, qui sont punis. Mais la guerre, je pense que ça a dû faire une hécatombe parmi les animaux, notamment les chevaux. Alors les chevaux, bien sûr, ça c'est évident. Avec Napoléon, il a eu déjà 130 montures. La principale pour lui, c'était Vizir. Il l'a donc accompagné. Il était accompagné par cette monture Vizir jusqu'à Sainte-Hélène. Il était très attaché à ce cheval. Mais bien sûr, toutes les guerres ont mobilisé beaucoup de chevaux. 14-18, puisqu'on vient de célébrer le 11 novembre, c'était l'hécatombe. L'hécatombe, pas seulement des chevaux, des mulets, des ânes, des chiens, des pigeons. Et à cause des bombardements, principalement, je présume. Oui, mais tous avaient un rôle vraiment important. Tous ces animaux ont aidé les hommes dans les tranchées. On se rappelle du chien qui s'appelait Charlot, qui a déterré des hommes qui étaient enterrés dans les tranchées, quand même, et puis bien d'autres. Qui étaient encore vivants. Des hommes encore vivants enterrés. Oui, bien sûr, avec leur odorat, vous voyez, etc. Donc, tous ces animaux méritent, au fond, une reconnaissance qui est difficile à faire. Je me rappelle, pour un article sur Euroliberté, vous aviez parlé des pigeons. Oui, des pigeons. Racontez-nous alors. Les pigeons, bien sûr, 3000 ans avant Jésus-Christ, on va dire déjà les Égyptiens, quand ils naviguaient, ils utilisaient des pigeons pour des messages. Et même les Grecs, au moment des Jeux Olympiques, utilisaient des pigeons parce que c'est des animaux qui se dirigent très très bien, etc. Alors, effectivement, il y a 2 pigeons dont on va parler pour 14-18. Il y en a un qui s'appelle Vaillant, il porte bien son nom, à Verdun, en 1916. Il y avait une embuscade, les forces allemandes entouraient nos armées. Et Vaillant a pu porter le message à temps, et ce qui a fait qu'ils ont été libérés. Pareil, 2 ans plus tard, donc dans la Meuse, c'était l'armée américaine, 554 hommes qui étaient entourés par les forces allemandes, et tous ces hommes ont envoyé des pigeons et ils ont tous été tués par les obus. Sauf un qui s'appelait Cher Ami. Et ce pigeon Cher Ami a donné le message qui a sauvé 194 soldats quand même. Et donc Cher Ami est revenu aux États-Unis. Il avait une patte en moins. Il a eu des obus, des éclats d'obus, l'œil en moins. Taché de sang. Il est tombé à terre. Il est reparti. Il a donné ce message. Et bien sûr, il a été décoré aux États-Unis. Oui, absolument. Il s'est pas arrêté. Absolument. Alors, il était décoré. Je t'oublie aussi. Il a survécu longtemps, la guerre? Non, pas tellement longtemps, non. Par Pauvre contre, oui. Il y avait le fameux ours dont vous avez parlé aussi. Ah oui, j'aime beaucoup. Alors, moi, je ne sais pas le dire avec l'accent. Alors, polonais. Oui, j'ai une voisine polonaise. Prononcer son nom. Oui, alors attendez. Si elle m'écoute, ça ne va pas être facile. Wojciech. L'ours Wojciech. Alors, c'est un ours, évidemment, qui a été... Qui aimait bien boire. Oui, vous dites tout, là. Monsieur Randa, vous dites tout. Non. Alors, c'est un ours qui a été donc adopté, pas enrôlé, adopté. On ne savait pas, c'est un petit ours, il plaisait beaucoup à l'armée polonaise. C'était d'abord une mascotte. Et puis, il était utile, il était fort. Donc, il a emmené les obus plus facilement que si on prenait pour le même obus 5 soldats, vous voyez. Donc, c'était très utile. Et en plus, comme vous dites, il fumait, il buvait de la bière, il dansait avec les troupes, donc c'était vraiment... Et puis à Monte Cassino, il a permis de faire gagner la bataille aux Polonais. Alors effectivement... Il a permis comment? Parce que il a aidé beaucoup, bien sûr. Oui, il ne s'est pas battu, il n'a pas attaqué les soldats. Jamais, il n'a jamais été au front, non. Mais c'est à Monte Cassino? Oui. En 40. Oui, c'est ça, la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors il est parti à Édimbourg, aux eaux d'Édimbourg, parce que les Polonais avaient peur que les Russes lui fassent du mal, etc. Donc voilà. Et alors, les soldats, se souvenant de lui, ont été à Édimbourg. Et pourquoi les Russes lui auraient fait du mal?
C'est des croyants, je ne sais pas. Hein, moi, parce que les communistes sont méchants. Parce que les communistes sont méchants. Les communistes sont méchants, Peut-être voilà. que c'est ça. C'est tout. Moi, je ne sais pas. Hein. Bon, là, je ne peux pas répondre. Mais il a été à Édimbourg, au zoo, et les soldats continuaient à aller le voir, lui donnant des cigarettes, lui donnant de la bière. Donc, il y avait toujours cette amitié entre un animal et des hommes. Voilà. Écoutez, je pense que quand il y a de la souffrance, eh bien, les hommes ont besoin des animaux. Ça, je pense très sincèrement. C'est encore plus marquant. Il y a quand même un aspect, pour l'instant, qu'on n'a pas abordé, c'est le dressage des animaux pour faire la guerre. Ça a dû arriver aussi. Alors, sans doute. Sans doute. Mais les chiens. Oui, les chiens ont été dressés pour des raisons, pour transporter, etc. Bon, ils avaient des masques pour éviter les gaz, etc. Oui. Bon, mais oui, il y a eu la CIA aussi a dressé un chat dans les années 1966. Il y a un chat qui a eu des écoutes dans ses oreilles, dans sa queue il avait une antenne. C'était pour espionner au fond à Washington les soviétiques. Et puis en fait, ce chat télécommandé. Alors, on se disait, c'est pas un chien, un chat, c'est difficile à dresser. Hein, ça a pris 5 ans. Et là, je crois que 200 millions de transhumanité, mais de transanimalité. Ah oui, c'est sûr. Et alors, ce chat, finalement, c'est un échec total parce que ce chat a été renversé par un taxi. Ça a coûté 200 millions de dollars à la CIA. Donc, un véritable échec. Alors, effectivement, il avait été bien conditionné pendant 5 ans par un dresseur. Et puis, il a été un échec. Mais est-ce que vous avez en tête des armées qui ont dressé des gens pour attaquer l'ennemi? Enfin, des animaux pour attaquer l'ennemi. Alors, attaquer, il y a des dauphins, on dit qu'ils pouvaient effectivement détruire, indiquer, détruire aussi, ou des animaux qui portaient des bombes, etc. Donc, à quelque part, ils ne sont pas dressés, mais ils sont accompagnés d'un outil, ou plutôt d'une arme qui détruit. Les chiens sont plus faciles, bien sûr qu'un chat, à éduquer, à dresser, et les chevaux. Il n'y a pas de fait vraiment historique où systématiquement on a fait des armées d'animaux. Non, ça, je ne crois pas. Non, je pense pas. Mais alors, ils ont toujours été plutôt dans l'intendance ou dans le renseignement. Voilà, les pigeons, c'est bien sûr, ils ont le sens d'orientation. Il suffit bien, il y a un dressage quand même. Il y a un dressage des chiens. Ils n'ont pas été utilisés que pour la guerre. Ils portaient les messages. Voilà, il y a le chien Stubby qui a une médaille aux États-Unis quand même. Et puis Charlot qui a déterré des personnes. Il y a aussi Moustache pendant Moustache, c'est un Barbet qui a pris son service en Normandie parce qu'il a entendu l'armée napoléonienne qui tapait. Il a aimé la musique et puis il a suivi. Il a fait toutes les batailles de Napoléon. Il a perdu une patte à Marengo. Il a été décoré par le maréchal Lannes. Un vieux grognard, quoi. Oui. Et donc il n'a pas été dressé, mais pourtant il avait le sens de l'armée. Alors comment expliquer? Je ne sais pas, mais c'est fascinant. Et donc voilà, c'est des souvenirs et ils ont des noms et ils ont vraiment une personnalité, tous ces animaux. On dit un chien, mais un Barbet, c'est pas un autre, et ils ont tous une personnalité réelle. Aujourd'hui, dans les armées françaises et dans toutes les armées, peut-être pas toutes les armées du monde, mais enfin en tout cas un certain nombre d'armées certainement, on a toujours je vais pas dire des régiments d'animaux, mais enfin en tout cas des unités qui sont occupées qui ont avec des animaux. Je pense aux chasseurs alpins, je pense ça représente à peu près quel je ne sais pas. Quel nom on ne sait pas. Non, je ne sais pas. C'est secret, c'est un secret défense. Peut-être. On va dire que c'est ça. Mais il y a le chien Conan, donc qui a débusqué Baghdadi. Voilà, donc il a le chien Conan qui Conan. Comme il est américain. Il a débusqué qui? Eh bien, le terroriste en Syrie. Ah oui, voilà. C'est grâce à ce chien qu'on l'a trouvé. Absolument. Par contre, le chien Diesel, qui donc essayait de débusquer à Saint-Denis des terroristes, a été tué. Voilà. Et donc, pas terroriste. Ouais. Ah oui.
Il y a quand même aussi une chose, on utilise les chiens pour faire une guerre, mais pour faire la guerre contre les trafiquants de drogue. Oui. C'est tous les chiens qu'on dresse à oui, ça c'est vrai. Mais c'est pas la guerre. On peut dire effectivement. Oui. Ben, bien sûr, l'odorat du chien mais aussi on peut utiliser des animaux comme les chiens pour détecter des cancers. On dit sur le plan scientifique. En fait, on les habitue à la drogue pour ça. Oui. C'est terrible parce qu'on en fait des drogués, quoi. Ils reniflent pas vraiment. Mais ils détectent. Oui, ils détectent. C'est vrai. Mais il y a aussi ces chiens qui sauvent l'humanité parce qu'ils détectent mieux que des appareils les cancers qu'on peut avoir. Donc c'est remarquable. Il y a beaucoup de choses. Le chien est un grand ami de l'homme. C'est dommage que Yulin les tue. Enfin, c'est vrai qu'au niveau culturel, au fond, Yulin en Chine, on n'a pas du tout la même approche. On mange encore du cheval en France. En Angleterre, on n'en veut pas. Oui, c'est assez culturel. Tout est culturel. Le rapport qu'on a aux animaux est tout à fait culturel. Je me suis posé la question toujours d'où venait le tabou sur la viande de cheval que les gens n'aimaient pas. Beaucoup de gens n'aiment pas manger la viande de cheval, et pas uniquement pour une question de goût. Et Pierre Vial, que l'on salue au passage, m'avait donné, lui, une explication. Pierre Vial, qui est président de l'association Terre et Peuple. M'avait donné l'explication suivante, qu'en fait, ce sont les chrétiens qui ont jeté un peu le tabou sur la viande de cheval parce que les païens avant eux, mangeaient leurs chevaux. Pour eux, c'était tout à fait normal. Donc, les chrétiens, pour rejeter tout ce qui était païen et tout, ont mis ce tabou. Après, il y a les gens qui font de l'équitation, évidemment, qui n'aiment pas entendre parler. Moi, quand je faisais de l'équitation petit, il n'est pas question de manger du cheval. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai parce que... Attendez, pardonnez-moi de vous interrompre, mais là, je ne mangeais pas de cheval quand j'étais petit. La seule fois dans ma vie où j'ai mangé du cheval, mon cher Philippe, c'était il y a quelques années, voire peut-être même quelques dizaines d'années, vous aviez un jour la gentillesse de m'inviter à déjeuner chez vous. Oui, mais je n'étais plus petit. Oui, donc j'ai un grand garçon. Mais vous m'aviez invité à déjeuner chez vous et vous m'avez servi de la viande de cheval. C'est vrai, parce que j'adore ça. Et moi, je n'ai jamais mangé. Mais vous me l'avez dit, moi, se tutoyer pour le coup. Tu me l'as dit une fois que l'assiette était, que la viande était dans mon ventre. Et je ne t'en ai pas voulu, mon cher Philippe, mais quand même, j'en ai jamais remangé depuis. Hein. Voilà, j'ai failli empoisonner Roland. Non. Mais quand même, lors de la Bérésina, Napoléon... il n'avait peut-être pas le choix non plus. Hein. Voilà. Et même la Première Guerre mondiale, les chevaux qui ont résisté à la guerre allaient à l'abattoir. Donc, par manque, on avait manque de nourriture. De viande, bien sûr. Les circonstances n'étaient pas les mêmes. On a dit que la poule du général de Gaulle, si c'était sa poule, il ne la mangeait pas. Voilà. Ah oui, elle l'avait sauvé, soi-disant, au petit clabard. On a un animal, on n'a pas envie de le manger. Enfin, c'est bon, à part les fermiers qui, effectivement, là, c'est un paradoxe aussi. Ils caressent la tête de leur vache, et puis après, elle part à l'abattoir. C'est quand même étrange. Voilà le paradoxe que je voulais souligner tout à l'heure. C'est aussi, mais les gens qui sont les admirateurs de la corrida disent que le taureau qui a bien combattu, on ne le tue pas et il finit sa vie avec dans un champ, au champ avec des femelles. Il a une belle vie parce qu'il a bien combattu et c'est autre chose que ceux qui vont à l'abattoir. Bon, là, effectivement, ça se défend. Dites-moi, et en octobre dernier, à Paris, a fêté une fête de l'animal. Vous y étiez ? Oui, bien sûr. J'étais le 9 octobre à la fête de l'animal pour la 3e édition. Et c'était la mairie... C'est l'invention de Madame Hidalgo, ça ? Non, pas du tout. La fête de l'animal, là. Oui. On fête beaucoup de choses. C'est du vivant. C'est des êtres vivants. Je ne critique pas. C'était le maire du 15e arrondissement, donc il s'appelle Philippe Goujon, et qui a cédé le parc, le square Saint-Lambert. Et là, toute la journée, il y a eu des événements intéressants, notamment Michel Klein, qui était vétérinaire de renom, qui passait à la télé, qui a 101 ans, qui a fait un très beau discours de sa carrière et qui a reçu la médaille de Paris concernant donc son investissement pour la cause animale. Il y avait également Laetitia Scherer qui elle aussi s'investit beaucoup pour la défense des animaux. Alors
toute cette journée, il y avait des associations, moi j'avais mon stand aussi avec les livres, et dans ce monsieur, là effectivement ce livre a eu beaucoup de succès, gens qui ont été très contents de l'acheter, oui. C'est souvent un cas des livres édités par Dualpha d'ailleurs. Voilà. Et donc dans ce sport, on avait fait une petite ferme. Ouais. Alors, avec des animaux que les enfants ne voient pas, les citadins parisiens ne voient pas tout à fait, des oies, des petites chèvres, des petits lapins. Donc, toute la journée, il y a eu un défilé de parents avec des petits-enfants qui disaient « Oh, il est mignon, le petit cochon, etc. » Moi, ça, c'est super. Un peu comme au salon d'agriculture, quoi. Ah non, là, justement, non, parce que le salon d'agriculture... Les enfants viennent au salon d'agriculture voir les animaux, très heureux. Mais c'est pas pareil, parce que là, ils sont petits, c'était des petits animaux, on ne pensait pas à la nourriture, on ne pense pas de façon gastronomique. Alors qu'au salon... Voilà. Là, c'était amusement pour les enfants. Vous savez, les enfants, on doit les éduquer aussi à l'égard de cette tendresse à l'égard des animaux. Quand je vois un enfant qui donne un coup sur un pigeon, je lui parle justement de cher ami de Vaillant, parce que ces animaux ont été aussi utiles aux hommes. Donc voilà, moi je pense qu'il faut éduquer les enfants dans le sens du respect. Ils sont des êtres sentients. Ce terme veut dire qu'ils ont des émotions, peut-être pas comme les nôtres, mais ils en ont. Jean de La Fontaine, d'ailleurs, au XVIIe siècle, disait les animaux, on se sert des animaux pour instruire les hommes. Et donc, si on va voir l'exposition actuelle jusqu'au 13 février, c'est-à-dire à Versailles, les animaux du roi, on se rend compte que les peintures, notamment de Jean-Baptiste Oudry, ce sont des animaux qui ont des expressions. Alors, Descartes, il nous gêne quand il dit que c'est une machine. Effectivement, les animaux ont de la tendresse, ils ont de l'émotion, et la Palatine, Madame de Sévigné, toutes ces personnalités, et bien sûr, Monsieur de La Fontaine, aimaient les animaux. Bien sûr. Alors, il y a des peintres qui se sont spécialisés Oudry, notamment. Alors, c'est très joli, l'exposition, justement, donc là-bas. À Versailles, au château de Versailles, en ce moment. Oui, jusqu'au 13 février. Donc, il faut la voir parce que on comprend, au fond, il y avait une ménagerie extraordinaire. Il y avait aussi les animaux de compagnie et il y avait la chasse. Enfin, donc, 3 domaines très différents. Les animaux exotiques, la chasse en tant que telle, et puis les chiens, et puis les chats aussi. Les chats qui ont beaucoup d'importance pour d'autres raisons. Par exemple, Richelieu avait besoin d'une ronron-thérapie. Parce que, il était stressé, il avait 14 chats. Et le soir et le matin, il les caressait. Oui, mais le ronronnement, ça l'apaisait complètement par rapport à tous ces dossiers qui devaient traiter, tous ces gens qui étaient contre lui. Donc, c'est magnifique, les animaux. Vous voyez, Philippe, il reste encore... Moi, avec 4 chats, je pense déjà que je suis un peu spécial. Alors, s'il y en a 14... Il avait 14. Il y a peut-être aussi une maison plus grande que la vôtre. Oui, un peu plus grande. Surtout quand on habite chez ses chats, oui. J'adore cette expression. Oui, on tous les habite gens chez qui ont ses des chats. vous disent tous, on habite chez bien nos chats. Ça, bien sûr. Mais effectivement, quand on rend hommage aux animaux, il y a quand même, on a oublié de le dire tout à l'heure, il y a un mémorial maintenant pour les animaux tués pendant la Grande Guerre. Alors, à Londres, évidemment. C'est à Londres, Peck Lane. Là, à côté, au cœur de Londres, effectivement, il y a un monument qui est immense. Les Anglais sont plus sensibles à la cause animale, je pense. Ils sont plus sensibles que les Français. Ah oui. D'ailleurs, ils ont mieux ménagé leurs chevaux pendant les guerres que les Français. Ils ont été beaucoup plus respectueux. Et effectivement, il y a 2 mulets. Le monument est important. Il y a 2 mulets, un cheval, un chien, et donc sculpté par un sculpteur qui s'appelle David Backhouse. Et la princesse Anne donc a inauguré ce monument en 2004. Alors en France, il y a des réticences. Il y a quand même... Pourquoi il y a autant de réticences le fait d'honorer les animaux pendant la guerre? Mais parce que ils en ont fait partie. Mais oui, mais alors les poilus voulaient effectivement que les animaux soient reconnus au même titre, parce que c'était vraiment des compagnons. C'était pas que des mascottes. Ils ont été aidés par leurs animaux. Aussi des animaux de compagnie dans les tranchées. Oui, absolument, des chiens, des chats, absolument, qui leur donnaient un peu d'humanité. Absolument, c'est énorme même. C'est plus que de l'humanité, c'était de l'animalité, mais au bon sens du terme. Mais voilà, moi je pense que... De l'affection, en fait. Oui, alors... là, le 11 novembre,
il y a eu pour la première fois, donc au cimetière de Montreuil, une plaque commémorative qui a été inaugurée. Mais il y a d'autres monuments en France. Donc, il y en a dans le Val de la Somme, il y a un artilleur britannique qui tient dans ses bras un cheval qui est en train de mourir aussi. Donc, il y a quelques monuments. À Lille aussi, il y a un monument qui montre une envolée de pigeons. Donc, ça existe en France. Les Français sont quand même pas totalement étrangers. Oui, mais c'était... Non, mais attention, c'est les Australiens et les Anglais qui ont payé les monuments aux Français. Donc, nous, on en est aux stèles et on en est aux plaques commémoratives. Mais moins aux grands monuments qui ont été présentés, par exemple, à Londres ou encore au Canada ou en Australie, Bruxelles, voilà. On est encore timide. Alors, on n'est pas tout à fait d'accord à Paris pour faire ce monument. Il y a je sais pas, il y a des hésitations. Il y a quand même beaucoup d'intellectuels qui prennent fait et cause pour la souffrance animale, mais aussi pour les. Oui, alors M. Baratet, Éric Baratet, qui est un historien de renom, qui a écrit Bête de tranchée, il est vraiment investi, pareil que Paris Zoopolis, pour qu'il y ait un monument aux morts avec les hommes, les poilus et les animaux qui les ont accompagnés. Mais ça reste difficile. Alors pourquoi ? On dirait que si on fait un monument avec les animaux, ça dessert les soldats, mais pas du tout, parce que c'était un compagnonnage émotionnel. Donc, il n'y a pas de raison d'oublier les animaux qui les ont accompagnés. Les poilus le désiraient, je répète, mais ça, c'est sûr. Donc, on devrait... oui, ça serait une belle chose, mais on ne sait pas où ça serait à Paris. Il y a vraiment un discours là-dessus qui est sans fin. Il y a peu d'hommes politiques qui se sont penchés, d'ailleurs, sur la cause animale. On sait que Jean-Marie Le Pen, en son temps, avait été très sensibilisé, même au sein de son parti, si je me souviens bien, il y avait une délégation spécialisée là-dedans. Il y a des gens qui s'en sont beaucoup occupés, mais il y a très peu au sein des partis politiques Marine Le Pen, elle aussi a des chats. Hein, vous savez, elle aime des chats. Et elle est contre, effectivement, les abattages rituels. En revanche, tout couple présidentiel qui se doit d'avoir un chien, ils en font des articles. Mais c'est plus pour qu'ils aiment leur chien, c'est un truc, mais enfin, c'est plus... Moi, je crois que c'est de la symbolique. C'est de la symbolique. Quand M. Macron était à la SPA, c'est vraiment... c'est tout. Hein, mais, oui, il s'est cru obligé d'aller acheter un je ne sais pas, je ne veux pas me prononcer, mais on ne le sent pas tout à fait dans la sincérité de cette action. Enfin, je me prononce un peu. C'est terrible quand on pense à tout ça, pardonnez-moi de vous interrompre. Mais parler de la SPA, il faut certainement des gens qui sont certainement très dévoués, qui font un travail, j'imagine, peut-être que je me trompe, je ne sais pas, je connais pas. Il y a des bénévoles. Oui, des bénévoles, des gens qui font... Il y a beaucoup de bénévoles. Il y a aussi des organisations aussi, alors malheureusement, peut-être parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Je me souviens d'une anecdote un jour, il y a quelques années, je dînais un soir chez moi en Bretagne, j'habite en Bretagne, et c'était beau, ce qui arrive de temps en temps en Bretagne. Et puis une des personnes qui était en face de moi me dit à un moment, tiens, tu as un chien maintenant. Je regarde à mes pieds, il y avait un petit chien qui était allongé à mes pieds. Qu'est-ce que c'est que ce petit chien ? C'était un soir d'été, il faisait beau. Et alors, je lui ai dit, viens. Je pensais que c'était un chien d'un voisin, mais j'avais pas vu de voisin qui avait... il n'y a pas juste à côté de chez moi, mais enfin bon... alors, je suis allé dans la rue, j'ai essayé de voir le chien. À chaque fois, je lui disais, bon, ben va chez ton maître. Et puis, il revenait toujours à mes pieds. Bon, c'est bien que la nuit tombant, je dis, qu'est-ce que je vais faire ? Bon, je l'ai gardé dans une dépendance de ma maison toute la nuit. Et je voulais surtout pas qu'il rentre et surtout pas qu'il prenne des habitudes, parce que moi, j'ai rien contre les animaux, loin s'en faut, mais en homme libre, j'ai toujours préféré ne pas en avoir chez moi, parce que j'aurais pas le temps de m'en occuper. Donc, je préfère ça plutôt que de les rendre malheureux. Le lendemain matin, je vais au café du village avec le chien, je le laisse, je l'emmène, et puis je demande si les gens le connaissent. Personne ne connaissait ce chien. Bon, et puis je rentre chez moi, là je tombe sur les employés municipaux qui étaient en train de réparer, de nettoyer, qui passaient par là, quoi. Et je les interpelle, je leur dis, écoutez, qu'est-ce qui se passe ? Alors, le responsable du petit groupe des 3 ou 4 employés municipaux qui étaient en train de nettoyer le trottoir me dit, écoutez, écoutez, tout à l'heure, emmenez-le à la mairie, et c'est un petit village, hein, et là, il y a un organisme à Saint-Brieuc qui viendra le chercher. Bon.
Ça m'embêtait un petit peu. Entre-temps, je me renseigne, je trouve un de mes amis qui a 3 chiens chez lui, je l'appelle, je lui dis, écoute, qui habite en Vendée, je lui dis, écoute, voilà mon problème, je lui dis, t'as 3 chiens chez toi, si je retrouve pas son maître, je préférerais quand même qu'il aille plutôt chez toi qu'à l'organisme à Saint-Brieuc. Et oui, surtout que j'avais demandé, mais je lui dis, qu'est-ce qu'ils en font? Ils le gardent, et puis bon, très bien. Puis comme je me suis dit, c'est pas clair, c'est ça. Je retourne voir, donc mon ami accepte de le prendre éventuellement chez lui, et pas très chaud, mais enfin vraiment pour me faire plaisir, et puis parce qu'il aime beaucoup les chiens, et je suis sûr qu'il aurait été très heureux chez lui. Mais donc je retourne voir l'employé municipal, et puis je lui dis, mais dites donc, qu'est-ce qu'ils en font si personne les demande? L'employé municipal me dit, écoutez, je lui dis, bon, il est pique, quoi, voilà, en termes clairs. Il me dit, je crains que ça soit ça. Alors là, bon, je dis, bon, écoutez, le problème est réglé, j'ai un ami qui le prend et tout ça. Et là, le type me dit, écoutez, vous devriez faire un truc, vous devriez l'emmener voir un vétérinaire, peut-être qu'il a une puce. Moi, je connaissais rien à tout ça, alors je l'ai emmené tout de suite chez le premier vétérinaire venu, qui m'a reçu, qui rentrait le matin, c'est quand même tôt le matin tout ça, et qui s'est rendu compte qu'effectivement il y avait une puce, et bon, on a trouvé sa propriétaire qui habitait à 400 mètres de chez moi depuis 2 jours, et en fait elle avait acheté une maison pas très loin, et son petit chien s'était enfui, et il savait pas où aller, il était perdu, donc il était venu chez moi, puis il a dû me trouver gentil, donc voilà comment, c'était une anecdote. C'est Jules Renard qui dit, entre un maître et le chien, il n'y a qu'un saut de plus. Voilà, donc je me suis fait un nouvel ami. Mais moi, j'ai appris à ce moment-là, effectivement, qu'on ne les mettait pas systématiquement à la SPA. Non, à la parce qu'il y en a trop, alors. Oui. Ah oui, c'est ça le problème. C'est le problème. Et il y a encore autant d'abandons d'animaux tous les étés. Beaucoup. C'est la France qui détient malheureusement le record. Oui, parce que en fait, quand il y a eu, quand ils ont trouvé la puce, on a trouvé l'adresse de sa propriétaire, mais qui habitait à 350 km de là. Alors là, le vétérinaire dit, qu'est-ce qu'il fout là, chien, 350. Alors on a pensé, évidemment, tout de suite une mauvaise pensée. On a dit, c'est des salopards qui l'ont laissé sur le bord de la route, parce que la mer est à côté, et tout ça, et qui se sont dit, on vient en vacances, on laisse le chien, on part de vacances, on laisse le chien, je ne sais pas. Et puis, en fait, ces gens, effectivement, habitaient à 350 km, mais sont venus habiter, venaient juste de déménager pour des raisons professionnelles ou autres, je ne sais plus. Voilà. En parlant de kilomètres, vous parlez dans un de vos livres, je ne sais plus lequel d'ailleurs, d'animaux qui ont des capacités physiques, qui font des performances extraordinaires. Les performances, oui, ils ont tous des choses qu'on n'a pas, notamment les pigeons qui se dirigent sans GPS. Nous, il nous faut un GPS. Oui, c'est quand même extraordinaire. Ils ont ça de façon innée. Et les chevaux, ils sont extraordinaires. Ils sautent des haies que nous ne pouvons pas le faire. Alors c'est pourquoi dans les armées, tous ces animaux ont été mobilisés. C'était pas pour rien. Le Dora du chien. Il y avait un pigeonnier dans chaque village autrefois. Voilà. Donc, et puis au Cambodge, on sait que les rats vont détecter les mines antipersonnelles. Oui, aussi, donc c'est extraordinaire. On va tout ce que les animaux. Et vous disiez Wojciech, effectivement, cet ours est extrêmement costaud, quoi. Donc il peut faire des choses que on les a utilisés beaucoup. On n'en a pas parlé, mais pour la chasse, c'est tout ce qui est les chiens. Les chiens, la fauconnerie, effectivement. Alors ça, c'est assez noble. D'ailleurs, quand les gens qui sont vent debout contre les chasseurs et tout, on parle rarement comme si lorsque c'est les animaux qui chassent d'autres animaux, c'était pas la même chose. Non, c'est pas tout à fait la même chose. Pourtant, parce que la chasse à court actuellement. Je parle pas de la chasse à court, là, je parle de la fauconnerie. La chasse à court, c'est encore autre chose. D'accord. Oui. Ça, c'est. Mais la fauconnerie, ça a toujours un côté noble qui fait que globalement, personne ne s'élève contre ça. Non, c'est pas la même chose, non. Oui, effectivement. Mais est-ce que ça a toujours été plutôt un sport ou est-ce que parce qu'on sait. Je crois, oui. Puis c'était une tradition aussi. Alors les gens portent le faucon, tout le monde le fait pas. Enfin, c'était des aristocrates. C'était pas tellement pour se nourrir. Non. C'était pour le plaisir de chasser de cette façon. Ouais. Et alors, du coup, j'avais une dernière question parce que vous avez fait 3 livres. Là, c'est pas l'éditeur qui veut l'ordre, c'est l'intervieweur. Est-ce que vous avez d'autres livres en préparation, d'autres sujets qui vous tiennent à cœur sur les animaux? Parce que vous avez quand même fait sur la souffrance, sur la guerre. Eh bien, écoutez, maintenant, j'ai envie d'écrire des nouvelles policières en présence d'animaux. Et évidemment, alors témoin ou pas, Agatha Christie avait effectivement montré un chien qui est le témoin muet. Il y a 2 perroquets. Rex, le chien, la fameuse céréale monde. Oui, mais 2 perroquets
un en Inde et l'autre aux États-Unis, qui voient le meurtre de leur propriétaire et qui vont avoir des comportements. Alors, il y a des éthologues qui viennent pour voir, pour valider au fond ce que l'animal exprime, même s'il parle. Enfin, ils vocalisent, les perroquets. Mais bon, on ne retient pas cela, un peu comme Descartes le disait, non, ils font que vocaliser, ils font que simplement imiter la voix de l'homme. Mais là, il y a des comportements absolument sûrs, et donc les deux juridictions ont retenu, donc on va dire, le témoignage des deux perroquets. Et ça m'intéresse beaucoup. Par contre, en France, on est beaucoup plus sceptique, toujours cartésien. Il y a un chien qui est un dalmatien qui essaye de montrer que le suspect numéro 1 du meurtre de sa maîtresse avec son odorat, avec son comportement, mais on ne retient pas au fond ce fait. Et ça m'intéresse effectivement aussi. Oui, parce qu'en fait, le chien aide. On a parlé beaucoup de l'intervention des animaux pendant la guerre, dans les guerres, mais les animaux aussi, les chiens en l'occurrence, aident énormément la police, notamment lorsqu'il y a des disparitions. Absolument. Il y a ceux qui vont chercher la drogue, la renifler, mais aussi dans les disparitions. Absolument. C'est souvent grâce à eux qu'on retrouve. Absolument, c'est sûr. Les personnes qui ont disparu, oui, absolument. Donc c'est extraordinaire. Enfin oui, ça m'intéresse, oui, ce volet-là. Dans la fiction maintenant. Policier, mais avec l'animal. Alors, chien policier, on dit. Oui, chien policier. Chien policier, au fond. Donc, mais on ne le reconnaît pas comme statut en France. Son témoignage n'a pas de valeur. Moi, ça me dérange. Il peut aiguiller sur une piste. Non, mais j'essaye, là, avec l'imaginaire, je travaille aussi. Hein. Il y a tous les chiens, pour les chiens d'aveugles et tous les chiens. Ah, mais c'est magnifique. En fait, qui remplacent chiens d'assistance. Oui, c'est formidable. Oui. Ils aident beaucoup. Ça mériterait presque un livre. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup à dire sur les animaux. Le nombre de chiens qui vont mourir sur la tombe de leur maître. Il y a le chat de Toldo. C'est à côté de Florence en Italie. Ce chat va régulièrement porter des fleurs, des objets sur la tombe de son maître. Et ça, c'est observé, c'est étonnant. Alors, il n'est pas mort dessus. Ah oui, il y a aussi le chien de Marie Stuart, qui est mort d'une crise cardiaque quand elle a eu la tête coupée. Parce que le jour où elle a été exécutée, le chien, c'est un petit chien qui était sous sa robe. Elle avait une robe de reine. Et quand elle a eu la tête coupée, le chien a pleuré. Il est mort 2 jours après. Donc, vous voyez, c'est aussi beaucoup d'attachement, les animaux. Ils sont fidèles. Et je vais vous poser une question indiscrète. Chez vous, vous avez des animaux ? Oui, j'ai perdu mon Cro-Mignon il y a 3 mois. Bon, j'en suis encore très peinée. Non, mais et j'ai un chat aussi. Il est en deuil aussi, mon petit chat. Bah oui. Mais oui, parce que je vois son comportement qui a complètement changé. Oui, bien sûr. Ils communiquaient d'une façon que je ne comprends pas toujours. Je suis pas éthologue. On parle de la sauvagerie des hommes parfois, c'est vrai par rapport aux animaux, mais aussi entre eux, il y a aussi parfois mais des choses aussi très belles. Très belles. Ah bah oui. On va voir des belles choses alors. Il y a des prédateurs qui peuvent sauver des proies, enfin des êtres qui pourraient le dévorer. Ça, on le voit sur les réseaux régulièrement. C'est quand même fabuleux. Ça nous interroge. Tout ça, c'est des interrogations. On n'a pas fini de comprendre l'animal. Je crois que comme il ne parle pas, on peut tout dire et ça nous arrange qu'il ne parle pas. À partir du moment où il ne parle pas, on s'en sert n'importe comment. Vous imaginez que les animaux parlent un peu tout ce qu'ils pourraient raconter? Monsieur de La Fontaine les a fait parler. Oui. Il les a fait parler pour nous instruire. C'était surtout Monsieur de La Fontaine qui parlait. Il observait beaucoup. Il observait. Et je vous propose qu'on puisse conclure quand même en parlant de quelqu'un qui a fait beaucoup pour la cause animale, qui fait toujours beaucoup pour la cause animale. C'est Brigitte Bardot. Bien sûr. Et qui a sa fondation, dont vous avez été. J'ai été bénévole. Vous avez été bénévole. Enquêtrice. Enquêtrice, c'est-à-dire, ça signifie quoi être enquêtrice? C'est-à-dire que quand quelqu'un adopte un animal, on est censé aller lui rendre visite de temps en temps, et pour voir si l'animal, ça va, si les rapports sont bien entre l'adoptant et l'adopté. Et voilà. Mais ma compagne qui a adopté une petite chatte avant qu'on se connaisse, elle l'a adoptée à la SPA et effectivement une enquêtrice est venue chez elle. Je ne sais pas si c'était la fondation Brigitte Bardot ou de la SPA, mais c'est plus Brigitte Bardot. On surveille quand même fondation maintenant. Brigitte Bardot. On surveille quand même les gens qui adoptent. Oui, c'est sûr.
Mais on m'avait dénoncé des animaux qui étaient maltraités, et donc j'ai eu peur d'aller toute seule dans des lieux qui étaient quand même assez dangereux. Je me suis fait accompagner parce que c'était pas simple. Et la police ne suit pas toujours, et les animaux étaient vraiment en grand danger. De grande souffrance. Et la Fondation Brigitte Bardot, vous pouvez nous en parler un peu, parce qu'elle ne fait pas que de vérifier si les animaux sont bien adoptés. Vous savez, dans le monde entier, elle intervient pour plein de choses, pour défendre la cause animale, la protéger au maximum. Elle est très sincère, Brigitte Bardot. Moi, j'admire beaucoup cette personne dans sa sincérité. Toute sa partie de sa vie, oui, même peut-être avant, parce qu'elle a déjà aimé les animaux avant, mais c'est vrai, c'est une personne entière et sincère. Oui. Il y a d'autres personnages, effectivement, célèbres qui mènent aussi le même combat, mais elle va très loin. Oui, grâce à son personnage, à sa notoriété. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Voilà, chers amis, écoutez, c'est un plaisir de vous écouter. Puis on admire beaucoup votre foi, votre engagement, et c'est merveilleux. Je vous remercie de m'avoir reçu. Non, mais c'était un plaisir, et puis c'était un sujet qu'on n'a jamais abordé. Moi, ça me tenait à cœur, parce qu'effectivement, la cause animale... Ça fait longtemps qu'il m'en parle. Ça fait longtemps qu'il m'en parle, Philippe. C'est une chose importante à notre époque. Il y a un parti animaliste, mais qui est très politisé quand même. Malheureusement, qui mélange un peu tout. Mais on sent que la cause animale est alors, Philippe, vous pouvez peut-être présenter les 3 livres, là, parce que vous avez tous les 3 devant vous, là, donc... Voilà, donc le premier était Souffrance animale et responsabilité humaine. Ah oui, il faut les montrer comme ça, par exemple. Voilà, Souffrance animale et responsabilité humaine. Voilà. Animaux, halte à l'hécatombe. C'est toutes les massacres que l'on fait d'animaux encore de nos jours. Et le dernier, donc, qui remporte en ce moment un énorme succès, c'est L'enrôlement des animaux durant les guerres. Que l'on trouve sur le site, entre autres, sur le site francefille.com. Et dans les bonnes librairies, sans doute. Voilà, écoutez, chers auditeurs, chers téléspectateurs, il ne nous reste plus qu'à nous séparer. Nous regrettons de ne pas pouvoir discuter plus longtemps de tout ça. C'était très intéressant. En tout cas, Gilles Manon, j'espère qu'on se reverra. Et puis continuez votre combat qui a le mérite d'être clair et d'être un bon combat. Voilà, merci. Merci. À bientôt.